Bonjour tout le monde. Suivi intensif dans le milieu SIM, ben, on appelle ça SIM et je vais parler brièvement aussi du suivi intensif variable CIV. Donc, les deux programmes qui sont dans le réseau. Fait que pour avoir une idée un peu de l'approche SI, ben, je vais lire un peu, mais c'est l'approche qui caractérise le suivi intensif en équipe dans la communauté, se fonde sur la conviction que tous les citoyens, y compris ceux qui sont atteints de maladies mentales les plus graves et persistantes, ont le droit à une vie décente dans la communauté qui leur procure de la satisfaction. Fait que toute l'équipe qui va travailler autour des personnes qui sont suivies en équipe SI ont ça derrière la tête, que tout doit être mis en place pour que la personne soit dans les meilleures conditions possibles puis qu'elle puisse grandir au niveau de son rétablissement. Peu importe où elle part, même si c'est difficile au début, puis après ça, tu sais, nous, on a une espèce de phrase dans notre équipe de travail qui est affichée sur le mur. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Tu sais. Mais c'est le cas de dire, c'est que les interventions dans une équipe SI, ça peut prendre du temps. Les gens peuvent être suivis sur du long terme, là, comme on peut parler même plus que 5 ans. Fait que ça va jusque-là. Ben, qui sommes-nous? Moi, je suis la blonde de Garfield. Non. Ben, c'est juste parce que comme j'ai été un peu voyeuse de vous connaître un peu à travers vous, je voulais vous présenter moi, mais c'est juste pour, dans le fond, j'ai fait la cohorte 2014 de Par aidant réseau. J'ai eu ma formation là-bas. J'ai fait en 2018 la même formation que vous suivez présentement. Ensuite, ben, présentement, ce que je fais, c'est que je suis au CIUS du Centre-Ouest. Dans l'équipe de SIM CLSC Métro depuis août 2017. Fait que c'est quand même relativement récent et très exigeant. Avant ça, j'ai été 4 ans par aidante à la Maison L'Échelon. Et tu sais, vous parliez tout à l'heure du poste qu'on peut occuper comme par aidant. Moi, j'ai accepté de travailler à la Maison L'Échelon, mais mon titre n'était pas par aidante. J'étais animatrice, tu sais. Une job connexe, mais mon intervention ne changeait pas. Tu sais, mon intervention était vraiment axée rétablissement. J'étais père aidante avant tout. J'étais pas psychologue, tu sais, ergo, whatever. J'étais vraiment père aidante. Puis en même temps, j'étais responsable d'un pass-action quand même. C'était de grandes responsabilités. Puis c'est ça, des fois, j'avais à dealer avec Emploi Québec, tout ça. Fait que quand je vous dis qu'une job de parent aidant peut se moduler selon vos goûts, vos compétences que vous avez déjà avant, tu sais, il ne faut pas oublier tout votre background que vous avez déjà acquis. Tu sais, c'est pas à négliger ça. Fait que à votre future recherche d'emploi, pensez à ça. Tu sais, mettez pas tout de côté. Tu sais, bon, tu sais, vous êtes quelqu'un avant tout. Tu sais, la maladie ne vous définit pas. Aussi, ce que je fais, ben oui, j'ai du temps, hein, ça arrive. Je suis animatrice pour le groupe d'autogestion de l'anxiété J'avance plus, parce qu'à Revive, ils ont des cours d'autogestion de l'anxiété et j'ai fait ces cours d'autogestion-là. Ça fait partie de mon rétablissement. Et par la suite, ils m'ont demandé d'être bénévole. Fait que je co-anime avec une autre. Fait que je suis vraiment par aidante là. J'en connais pas beaucoup de parents aidantes à Revivre, mais c'est une façon qu'ils ont trouvé d'intégrer une parent aidante. Oui, c'est bénévole. Là. Bon, je ne suis pas rémunérée, mais j'ai investi 2 heures et demie de ma vie par mois. Fait que c'est mon investissement. Ça fait 10 ans que je suis active dans différents milieux de la santé mentale. Ça aussi, ça l'a aidé à mon cheminement et aussi à être capable de travailler dans un milieu SI aujourd'hui. Fait que si je vous présente ça, là, c'est parce que c'est juste pour vous ayez en tête tous les petits pas que j'ai fait avant d'arriver dans une équipe comme celle-là. J'ai travaillé dans le milieu de la pharmacie communautaire puis dans le milieu de la pharmacie hospitalière. C'était comme
un aparté à côté. Mais maintenant, je vois les pilules différemment. Mais en tout cas, au moins, je sais leur nom. Puis peut-être que je ne les sers plus au comptoir de la pharmacie, mais ça fait quand même du sens parce que moi-même, j'en prends. Mais je veux dire, en tout cas, je peux connaître un peu ce que c'est. Puis aussi, ce que j'ai décidé de faire parce que mon background vient pas, j'avais pas, je trouvais que je voulais pousser plus mes études. J'ai continué, puis là, moi, présentement, je continue au certificat en santé mentale. Il y a un certificat ici à la Faculté d'éducation permanente. En santé mentale, c'est 30 crédits à l'UDM. Puis en même temps, ben, j'essaie de terminer en intervention psychosociale qui est plus dans l'animation de groupe. Fait que c'était un peu mon pedigree, mais bon, dans le fond, c'était juste pour que vous me connaissiez un petit peu davantage. Fait que ce que je vais vous présenter, c'est un petit peu d'histoire, mais vraiment relativement courte. Oups. J'ai le livre en référence. Là, je ne sais pas si je vais bien le placer. C'est à l'autre côté, je le savais. J'étais pour placer. OK. Ce livre-là, c'est une référence anglophone, mais qui parle du modèle ACT en anglais, qui veut dire Assertive Community Treatment, mais en français, c'est plus PAC Team, la traduction. Fait que ça, c'est une référence que j'ai trouvée à mon travail. Donc, c'est comme une Bible, là, un peu de tout sa part, puis tous les projets pilotes qui ont eu lieu avant d'installer un SI. Fait que ça, je vais vous en parler un peu dans l'autre diapositive. Après ça, je vais faire la distinction entre le CIM et le CIV. Ensuite, j'ai voulu vous faire une diapo sur c'était quoi le mécanisme d'accès aux services. Très brièvement, mais pour votre culture personnelle. Puis la journée type en milieu de CIM et aussi le rôle du parent aidant avec les personnes et l'équipe dans un contexte CIM, mais théorique. Puis René Marc, lui, va s'occuper de la pratique. Fait qu'en dernier, vous allez avoir le partage du vécu expérientiel en milieu de travail avec René Marc. Est-ce que ça vous convient? Oui. Bon, super. Fait que ben, l'histoire, le début, c'est que ça commence aux États-Unis avec un groupe de professionnels en santé mentale au Mendota Mental Health Institute dans le Wisconsin dans les années 60-70. Donc, psychiatres, médecins, psychologues, ils ont reconnu que plusieurs clients qui souffraient, entre autres, de schizophrénie, sortaient de l'hospitalisation, ils étaient dans une condition, bon, stable, mais qui étaient réadmis rapidement, là, comme dans une roue. Là, donc, ce qui faisait que les gens, finalement, ben, étaient frustrés, puis les intervenants aussi, parce que là, ils se disaient, bon, on donne des soins, mais finalement, ça ne fonctionne pas. Le problème, c'est justement que l'intensité des soins à la sortie de l'hôpital a diminué. Puis là, le temps que les personnes apprennent à se réorganiser après une hospitalisation, ben c'était difficile. Puis aussi, c'est la difficulté à ce moment-là, c'était de trouver de l'aide à la sortie, car le système de santé, bien, on le sait, c'est complexe, puis les services étaient en silo où les programmes étaient disponibles pour un temps seulement limité, puis après ça, il n'y avait plus de service. Puis ce qui a aidé le groupe de professionnels, c'est qu'à un moment donné, ils ont observé une travailleuse sociale dans leur milieu qui faisait que ces patients à elle, ils ne revenaient pas à l'hôpital. Donc, ils ont découvert qu'elle avait une façon différente de travailler. Puis là, c'est là qui a été comme le début d'une création d'une équipe multidisciplinaire ou, comme on peut dire aussi, interdisciplinaire. Mais ça, c'est très sommaire. Fait que si jamais vous voulez en savoir plus, il y en a plus dans le livre. Maintenant, la différence entre une équipe SI et SIV. Bien, premièrement, il faut dire, dans une équipe de suivi intensif, le psychiatre, les infirmiers, ils font partie de l'équipe. Tandis que dans un suivi intensif variable, le psychiatre, il va être dans des équipes
de cliniques externes. Il va être dans d'autres équipes de soins. Il ne sera pas rattaché à l'équipe même. Quand on travaille en SI, la charge de travail est partagée. Tandis que si je travaille au suivi intensif variable, ça veut dire que je suis un intervenant principal et que je fais du case management. Bon, j'aime pas ça ce mot-là, là, mais en tout cas, dans le sens que j'ai les personnes que je vois, puis c'est moi la personne responsable et je vois toujours les mêmes personnes. Tandis que dans le SI, moi, je travaille comme parent aidante. Une semaine, lundi, je vais voir telle personne. Mardi, je vais voir telle autre personne. Mercredi, c'est une autre personne. Jeudi, une autre personne. Vendredi, une autre. Puis quand je recommence mon cycle la semaine d'après, ben là, ça va être tout changé. Je vais avoir une autre personne, dépendant du besoin, puis dépendant de ce que je vais avoir à faire avec la personne. Là, on cible les. Comment ça fonctionne, c'est qu'on cible vraiment les interventions à faire avec les gens. Puis là, on essaie de déterminer quel intervenant est le mieux placé cette journée-là pour aller voir la personne. Est-ce que c'est l'infirmier parce qu'il y a une injection à faire? Est-ce que c'est l'ergothérapeute parce qu'il y a telle autre chose à faire? Est-ce que c'est la psychoéducatrice? Est-ce que c'est le père aidant parce qu'on veut faire un filet de sécurité? Parce que là, ça fait 3 fois qu'on essaye de faire un filet de sécurité parce qu'en passant, c'est long. Travailler les outils, on en parlait tantôt, hein, travailler les outils en contexte SI, ça peut être pas facile. Fait que le SI, principalement, ce qu'on travaille, c'est le traitement. Fait que c'est beaucoup, la personne sort de l'hôpital, puis on parle beaucoup de médication, c'est sûr, le psychiatre est là, aux réunions, tout ça. On parle de réadaptation et de soutien. Fait que le père aidant, il est plus au niveau de la réadaptation et du soutien dans ses interventions. Tandis qu'au SIV, ben, le traitement, il devrait être comme déjà plus stable et qu'on va être plus dans la réadaptation et le soutien. Fait que ça, c'est différent. Le ratio pour les intervenants, c'est un intervenant pour 8 personnes. C'est calculé comme ça. Tandis qu'au SIV, c'est un intervenant pour 15 ou à 25. Ça peut aller selon les régions, j'imagine. Mais là, sachez que je vous parle du SIV, mais que je ne travaille pas dans le SIV, OK? Mais là, je vous donne juste des lignes théoriques, mais ça peut quand même vous donner une idée du modèle que c'est différent. Un SI, c'est disponible 24/7. Par exemple, chez moi, au CLSC Métro, à 10 heures, on arrête la ligne, puis après ça, c'est le centre de crise qui prend la relève. Comme dans le centre-ouest, c'est Tracom qui est le centre de crise pour le CIUS du centre-ouest. Qu'est-ce qu'on va faire aussi dans les SI? Bien, quand on ne trouve pas les personnes ne se présentent pas au rendez-vous, qu'est-ce qu'on fait? Bien, les intervenants se déplacent, puis on appelle ça faire du assertive outreach. Bien, c'est de faire l'outreach. Fait qu'on se promène dans la communauté, puis on va voir où elle est la personne. Es-tu dans un organisme communautaire? Es-tu chez eux? Es-tu ailleurs? Donc, on la cherche activement. Donc, aussi, ben, ce qui distingue du SI, c'est que la fréquence de contact. Une personne qui va être admise dans un SI, c'est parce qu'elle a besoin d'avoir beaucoup d'interventions par semaine. Là. Ça peut être assez élevé. Ici, ils disent moyenne de 3 contacts par semaine, là, mais ça peut être ça. Là. On parle de la livraison de la médication, d'aller le voir durant la journée, d'aller le revoir le jeudi 2 fois par semaine. En tout cas, ça va jusque-là. Tandis qu'un SIV, les fréquences de contact sont moins élevées. Ça peut être de 2 à 7 contacts, mais là, on va par mois. C'est très différent. Là. Fait, tandis que nous, on parle vraiment par semaine. Pour le SI, on a un plan d'intervention interdisciplinaire qui implique avec la personne. On fait ce plan-là, mais c'est tous les intervenants qui travaillent sur le même plan. Fait que la personne, on détermine les objectifs avec elle, mais quand moi je rencontre la personne,
je vais me fier aussi à ce qu'il y a dans son plan d'intervention, puis je vais apporter ma contribution à ce plan-là, travailler avec elle, mais en ayant ma couleur de père aidant, avec mon style d'intervention, tu sais. Je ne ferai pas une intervention de psychoéducatrice, là. Non, je suis père aidante. Fait que je pense que c'est aussi ça, cette difficulté-là, de garder notre couleur et de ne pas commencer à se confondre comme d'autres professionnels de la santé. Puis un SI, ben, ça offre tous les services ou la grande majorité. Fait que comme je vous dis, infirmier, tout est là. Tandis que le SIV, ben, il va, pour que la personne reçoive des services, ben, ils vont être en collaboration avec d'autres équipes de soins. Fait que c'est un peu, je ne sais pas si vous aviez des questions par rapport, c'est peut-être très théorique, là, mais en tout cas, vous allez avoir le PowerPoint de toute façon, fait que vous allez pouvoir vous y référer. Exemple d'une composition d'une équipe SI. Bon, ben, la nomenclature, voilà. Ben, chez nous, ça fonctionne comme ça. On a un psychiatre. Hein? Même j'ai discuté avec René Marc, il me disait que lui, il y en a 2 chez lui. Mais bon, peut-être qu'on ne correspond pas tout à fait, mais en tout cas, on a un psychiatre. On a un coordonnateur professionnel, mais dans le jargon, pour nous, c'est le chef d'équipe, là. Mais le vrai terme, c'est coordonnateur professionnel. On a 3 infirmiers qui travaillent avec nous, 3 travailleurs sociaux, dont un qui est spécialiste en dépendance, toxicomanie. On a une ergothérapeute qui, elle, est spécialiste pour la réintégration en emploi. Fait que tout se fait ça de pair, là, hein, dans la semaine. Là, je vous dis, on est très occupés. Un psychoéducateur, puis plus un par aidant. Fait que finalement, ça fait 10 intervenants sur le terrain pour à peu près 100 usagers ou le ratio d'1 sur 9, là, à peu près 90 en moyenne. Fait que c'est à peu près la composition. Bon, mécanisme d'accès aux équipes SI. Bon, là, j'ai composé ça de ma tête, là, mais c'est comme, moi, j'ai pris ce que j'ai vécu au quotidien, un peu comment ça marche, puis peut-être que Benoît et René Marc là, pourraient me dire si j'ai oublié quelque chose. Comment ça fonctionne? C'est que le SI reçoit une demande d'admission. Tu sais, ça provient des hôpitaux, ça provient des autres programmes, des CLSC, des organismes d'hébergement en itinérance comme nous, on a un prisme qui sert à aider les gens qui sont en itinérance. Donc, des fois, ils nous sont référés à nous. Et plus rarement des proches ou de la famille. Nous, ça nous est déjà arrivé qu'il y a eu une référence d'un proche. Ça, c'est plus rare. Mais la majorité des demandes viennent des hôpitaux. Les gens sont hospitalisés, puis après ça, on les dirige vers les équipes ici. Comment ça fonctionne, l'évaluation de l'admission? Bien, c'est le psychiatre et le coordonnateur professionnel, qui est le chef d'équipe, qui évalue, qui reçoive la personne, puis qui évalue avec elle, qui fait son histoire, puis tout ça. Peut-être que ça serait intéressant que, je pense qu'on avait déjà parlé qu'un père aidant hein, soit là. Toi, tu faisais tout ça, Benoît? À quelques occasions, Benoît a assisté à des évaluations d'admission. Après ça, après l'évaluation, puis l'acceptation, mettons qu'on dit OK, la personne correspond pour rentrer, on peut lui donner des bons services au suivi intensif. Bien, la présentation du dossier, ben, en tout cas, je dis du dossier parce qu'il nous amène. En fait, comment ça fonctionne, c'est l'évaluation du psychiatre. Et là, le psychiatre, c'est très formel. Hein? Moi, au début, j'avais beaucoup de la misère avec ça. Parce que là, le psychiatre, il lit texto toute l'évaluation psychiatrique de la personne, tu sais, en détail, son histoire et tout. Fait que des fois, c'est pas toujours évident à entendre. Tu sais, ça peut rebondir sur notre propre histoire. En tout cas, c'est quelque chose. Il présente ça à la réunion hebdomadaire parce qu'une fois par semaine, c'est une réunion de 3 heures. Et là, il y a plus de temps. Et c'est ça. Ensuite, ce qui va arriver, c'est qu'après ça, on va déterminer, le chef d'équipe va déterminer l'intervenant pivot, qui va être la personne responsable de la personne, l'intervenant qui va être responsable de la personne et la mini-équipe. Ça veut dire d'autres intervenants qui sont autour. Donc, des fois, les décisions vont se prendre en mini-équipe
au lieu de réunir toujours les 10 personnes pour discuter, admettons, de Patricia. Qu'est-ce qu'on va faire avec elle aujourd'hui? Tu sais? Fait que c'est plus simple de mettre une mini-équipe puis de voir les stratégies. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette personne-là pour aller mieux? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer les plans de rencontre dans le Cardex. Le Cardex, ben, je vais en parler plus dans la journée type, là, ça vient après, mais c'est des cartables qu'on a, qui est tout répertorié par ordre alphabétique les personnes, puis avec leur agenda de la semaine. Fait que c'est comme ça qu'on consulte à chaque jour, puis à chaque jour, à nos réunions du matin, on, on fait le tour, puis on, on voit, bon, ben aujourd'hui, pour Patricia, oui, on va l'accompagner faire l'épicerie parce qu'elle a eu de la misère à faire l'épicerie la semaine passée, puis par exemple, tu sais, ça peut être un genre d'accompagnement qu'on peut faire. Ensuite, ben c'est ça, c'est le début de la création de l'alliance thérapeutique avec la personne. Fait qu'on continue, voilà, pour le mécanisme d'accès. Une journée type dans un milieu SI, en théorie, ben, ça commence par une réunion. Il y en a qui l'ont à la fin de la journée, au début de la journée. Et ça se passe vraiment selon la photo qu'il y a là. Hein? C'est très représentatif, des gens tout collés ensemble autour d'une table. Pas beaucoup d'espace. Fait qu'il faut aimer ses voisins, ses collègues de travail. Et puis là, on discute. Le psychiatre est là. Il n'est pas toujours là à tous les jours, mais moi, la majorité du temps, il est là. Puis on passe les cardex. Là, vous pouvez voir, il y a des cartables au milieu de la table. Puis on discute de ce qu'on va faire avec les personnes, comme j'ai expliqué plus tôt. Ensuite, ça va être la répartition des routes. Moi, je travaille dans le CIUS Centre-Ouest. On travaille dans 3 quartiers. Côte-des-Neiges, Parc Extension et le centre-ville. Fait que c'est quand même assez large comme territoire. Si vous connaissez le CIUS Centre-Ouest, on se promène beaucoup. Fait que nos routes sont divisées par quartier. Fait que là, les intervenants disaient, OK, selon moi, quelle intervention je veux faire avec telle personne, bien là, on se répartit les routes. Puis on fait ça avant de commencer la réunion parce que là, ça facilite les choses. Planification des interventions dans le Cardex avec, comme je vous parlais, des cartables. Ensuite, moi, ce que je vais faire, là, je sais qui je vais voir. OK? La réunion finie. Là, je me dis, OK, j'ai ça. Mais là, je vais aller voir les notes. OK? Parce que j'essaie d'avoir du temps pour aller voir les notes évolutives qu'il y a dans le système du réseau de la santé pour me dire, ouais, qu'est-ce qui s'est passé là, avec la personne dernièrement? On est rendu où, là? Oui, on en a parlé à la réunion, mais des fois, moi, j'aime bien aller voir ce qui s'est passé un petit peu avant pour, pour voir si on n'aurait pas oublié de dire quelque chose, tout ça. Puis, je planifie ma journée en fonction de ça. Ça veut dire qu'il faut que je planifie mon transport. Vous savez, je n'ai pas de voiture. Il faut que je planifie si je prends le taxi, si je prends le métro, si je marche à pied. Puis là, il faut que je sois efficace parce que là, il faut que je fasse ça en AM, en PM. Puis là, il faut que je dîne. Fait qu'il y a une, il y a toute une planification de la journée que moi, j'ai trouvé difficile au départ. Tu sais, pas dîner, là. Ou quand est-ce que je vais dîner? Moi, c'est un sujet très anxieux pour moi. Tu sais. Mais bon, peut-être pas pour vous, mais c'est des fois, quand ils disent, bon, OK, aujourd'hui, Patricia, tu t'en vas passer ta journée à Côte-des-Neiges. OK. Tu as 4, 5 interventions à faire. OK. Mon lunch, je le traîne où? Y a-t-il un four à micro-ondes à quelque part? Où c'est que je me rends? Je peux-tu aller dans un autre CLSC? Fait que nous, on est avec d'autres CLSC, comme le CLSC Côte-des-Neiges puis le CLSC Parc Extension. Mais, tu sais, ça demande vraiment une jonglerie. C'est pas comme quand je rentrais à Maison L'Échelon. Hein? J'allais là, mon groupe m'attendait, je ressortais le soir, c'était fini. Là. Tu sais, c'est comme toute une autre game. Il y a aussi peut-être un rôle que j'ai moins parlé, du répartiteur de tâches. Ça veut dire que c'est un intervenant qui est débloqué pour la journée. Puis c'est lui qui fait toutes les communications entre tous les intervenants, puis qui est au bureau. Puis les urgences, tout là, il est là pour. Hein?
Et puis, il prend les appels, bien important. Fait que ça soit les hôpitaux, les pharmacies, en tout cas, tout. Puis, c'est avec lui qu'on communique à la fin de la journée. Par exemple, OK, j'ai fini. Par exemple, je suis à Côte-des-Neiges. Tu textes, salut, j'ai fini ma journée et je m'en vais. C'est une question de sécurité. Fait qu'on travaille beaucoup avec le cellulaire. C'est notre meilleur ami. Et les textos. Fait que, voilà. C'est un peu une journée type. Fait que, on peut commencer à 8 heures. Tu vois, comme moi, je peux commencer à 8 heures, finir à 4 heures. Ou commencer à 9 heures, finir à 5 heures. Mais moi, je suis chanceuse, je n'ai pas de garde, je n'ai pas de fin de semaine. Mais Benoît a connu autre chose. Ça dépend de la capacité. Mais moi, dans mon milieu, il y avait eu d'autres par aidants auparavant. Puis ça n'a pas été nécessairement un succès. Fait qu'ils ont voulu comme beaucoup me protéger quand je suis rentrée dans le milieu. Ils ont dit, bon, on n'en mettra pas trop sur le piton. Mais peut-être qu'un jour, je pourrais prendre d'autres responsabilités, tranquillement, pas vite. Mais déjà, d'être juste dans le réseau de la santé après 1 an, c'est pas mal. Fait que pour moi, c'est ça. Dernière slide avant que je vous laisse à René-Marc. La théorie du rôle du père aidant dans une équipe CIPAC. Bien, premièrement, c'est sûr que c'est de partager son savoir expérientiel, comme on disait, pour le bénéfice de l'équipe. Et oui, mais il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Et des clients, bien, des clients ou des usagers, des personnes. C'est sûr, c'est notre première fonction. Fournir une expertise à propos de la gestion des symptômes. C'est vrai, les gens, ils veulent savoir, toi, là, comment tu fais, tu sais? C'est souvent une question qui revient. C'est pas que dans le fond que tu veux tomber dans le conseil, mais tu lui dis, gars, moi, j'ai vécu ça de même, puis c'est ma stratégie que j'ai utilisée. Toi, ta propre stratégie, ce serait quoi? Tu essaies de faire découvrir à la personne c'est quoi sa propre stratégie et non pas imposer la tienne. Et le processus de rétablissement, ça, c'est bien important. Favoriser une culture d'équipe qui maximise les choix de la personne. Des fois, on oublie, on va directement ah non, c'est ça, c'est une personne finie, c'est un colo. Oh mon Dieu, ça. J'aime pas. J'aime pas entendre ça, mais ça existe encore. Des fois, les gens sont découragés parce qu'ils ont essayé, puis ils ont essayé, puis ils ont essayé, mais bon. À un moment donné, il faut comme laisser le temps, mais ce n'est pas toujours évident pour certains intervenants. L'autodétermination, ça, on n'en parlera jamais assez, première composante du rétablissement. Favoriser l'intervention par les pairs aux usagers et à la famille. Exercer d'autres fonctions de réadaptation et de soutien. Puis aussi, utiliser ces outils d'intervention, comme on en parlait, comme l'élaboration d'un filet de sécurité pour la personne, établir ça avec elle. C'est un défi quand on travaille dans un SI parce que des fois, nos rencontres sont de 15 minutes. Fait que, imaginez-vous ce qu'on peut faire en 15 minutes, mais c'est pas facile. Mais moi, j'ai souvent débordé. Moi, je n'écoute pas les conseils. Mais mon gestionnaire me donne cette latitude-là. Il me dit, t'es père aidante, prends ton temps. Tu comprends? Fait que moi, je suis plus dans cette philosophie-là de prendre mon temps. Puis à un moment donné, je déborde, oui, en tout cas, mais j'essaie de faire mon possible. Fait que voilà. J'aurais voulu revenir sur peut-être c'est quoi une journée type au SI. Pour ma part, c'est quand j'arrive le matin, je sais à quelle heure je commence. À 10 heures, je vais savoir où c'est que je m'en vais dans la communauté. Et c'est un travail qui demande d'être tolérant un peu, tu sais, au stress. C'est pas toujours évident. Oui, effectivement, on essaie de se partager entre tous les intervenants. Tu sais, René-Marc a parlé de 90 personnes qu'on suit par semaine. D'essayer de faire au moins 4 interventions par jour. Des fois, on en fait moins, dépendant des accompagnements puis tout ça. Mais pour vous donner des exemples, moi,
J'accompagne des fois des gens, des visites à l'hôpital. C'est ça, fait 4 accompagnements par jour. Moi, je les fais, j'ai le droit de prendre le taxi, le métro, à pied. Ma passe d'autobus est remboursée. Je gère le taxi, mais au début, je capotais juste à remplir les coupons de taxi, à parler au chauffeur de taxi, à regarder mon téléphone pour lui donner l'adresse où c'est que je m'en vais. Où c'est que je m'en vais? Parce que moi, je travaille dans le Côte-des-Neiges, Parc Extension, centre-ville, et je ne connaissais aucun de ces quartiers. Donc, c'était vraiment une difficulté. J'ai eu beaucoup d'anxiété. Moi, je travaille, j'ai un poste de 35 heures semaine, ce qui est quand même pas pire. René Marc aussi, c'est 35 heures. Dernièrement, j'ai demandé une journée de moins par semaine. Fait que j'ai coupé mon horaire pour alléger parce que j'avais une situation personnelle là, c'est ça, je suis devenue proche aidante. Fait que j'en avais trop. Fait qu'avant que ça saute, ben j'ai été voir mon employeur, puis j'ai dit, écoute, je pense que, tu sais, c'est ça, il faut vraiment bien se connaître, puis, tu sais, établir, tu sais, on parle de filet de sécurité avec les gens, mais je vous dirais que c'est pour vous aussi. Ce qui est important avant d'entrer en emploi, je pense que c'est important de vous faire un propre plan de rétablissement pour vous et de le présenter à votre employeur, c'est une bonne chose parce que moi, je me suis fait demander avec ma nouvelle gestionnaire en fonction à me demander c'était quoi mon plan de rétablissement au travail, qu'est-ce qu'on devait faire avec toi si jamais tu as une rechute au travail, c'est quoi tes désirs, est-ce que tu veux aller à l'hôpital, est-ce que tu veux aller en centre de crise. Donc, c'est des choses que j'ai appréciées, tu sais, puis que ben, c'est presque un conseil que je vous donne, mais c'est des choses à pas négliger. Concernant le rôle du parent aidant puis comment affirmer sa spécificité, je pense qu'une chose que moi, j'ai comme pas assez faite durant ma première année parce que j'étais toujours en train de m'adapter à mon travail, mais ça passe par la formation croisée. La formation croisée, c'est quoi? C'est durant la réunion clinique. Moi, c'est le mercredi matin, entre 9h et midi. Il y a un 15 minutes qui est attribué à différents intervenants, un intervenant par semaine, admettons, puis qui fait une formation croisée à ses collègues sur un sujet particulier. Tu sais, ça peut être un infirmier qui parle de la médication, le psychiatre, c'est un autre sujet. Puis moi, ben, par exemple, comme on a le chapeau du rétablissement, ben, le père aidant peut amener à présenter des outils comme le RAS que vous avez vu, l'échelle, là j'ai Recovery Assessment Scale, c'est ça. Ce que vous avez vu ce matin, ça peut être des choses qu'on peut présenter, le filet de sécurité, comment ça marche, tout ça là, au fil du temps. Donc, puis c'est comme ça que vous allez teinter aussi un peu le rétablissement à travers votre équipe, tu sais, qui soit habituée d'entendre parler de rétablissement, tout ça. Une autre chose que j'ai noté, les fameuses notes au dossier. Oui, sont importantes, les notes au dossier. Et oui, ça peut prendre du temps parce que des fois, on est fatigué après notre journée d'intervention. C'est sûr qu'ils ne sont pas toujours faits en temps réel parce que la vérité voudrait qu'on fait 4 interventions, puis après ça, ta journée, tu tapes 4 notes, tu sais, puis après ça, tes statistiques. Ben, ça, c'est plus court, mais après ça, tu quittes puis tu as fini ta journée. Mais c'est pas toujours réel de faire ça. C'est ça. Mais c'est important. Moi, un truc que je fais pour les notes au dossier, je me suis fait un modèle Word dans Word. Fait que si je commence, admettons, le but, c'est quoi mon objectif de ma rencontre, mes informations que j'ai reçues de la personne, mes interventions après que j'ai faites, c'est quoi mes impressions, puis c'est quoi le plan, ben je copie ça, ces mots-clés-là, puis je fais du copier-coller. Tu sais, je pars, puis j'ai déjà ça au moins que je recopie pas au fur et à mesure. Fait que, tu sais, des petits trucs comme ça qu'on s'aide. Ensuite, parler de fatigue de compassion. Qu'est-ce que la fatigue de compassion? Ben, c'est de voir des situations tellement extrêmes, comme un peu René Marc en a parlé, des logements insalubres, des gens qui vivent des situations tellement difficiles, des histoires qui vont peut-être faire rebound sur votre propre histoire et que vous allez avoir la difficulté à gérer vous-même. C'est pour ça que c'est important d'établir dans votre équipe à quelqu'un avec qui vous allez pouvoir ventiler. C'est vrai que ça peut être le chef d'équipe, mais dans mon cas,
ça a été que je fais du mentorat avec l'ergothérapeute de mon équipe. Tu sais. Premièrement, c'est elle qui est plus physiquement proche de mon bureau. Tu sais, elle est comme collée, là. Nos bureaux sont à l'air ouverte en plus. Chez moi, dans mon équipe, fait que c'est particulier. Là, on n'a pas chacun nos bureaux. Fait que, tu sais, facilement, je peux l'accrocher, je peux y parler 2-3 minutes, tu sais. Puis on a essayé de se planifier des rencontres, je sais pas, une fois par 2 semaines pour voir comment vont les interventions, puis discuter avec elle. Parce qu'elle aussi est tout seule dans l'équipe comme ergothérapeute, puis moi, je suis tout seule comme père aidante. Fait que, puis elle est très pro-rétablissement. Fait que c'est comme ça que moi, j'ai associé ça dans le cas de moi. Puis la fatigue de compassion, ben des fois, on peut se demander pourquoi on est fatigué, mais c'est ça, c'est de dire on a une fatigue psychologique. C'est pas juste la fatigue physique, là. Tu sais, oui, on peut être fatigué après notre journée de travail, mais il y a cette fatigue-là mentale qu'il faut pas négliger. Et c'est pour ça que notre plan d'hygiène quotidien est important. Donc, faut vous... Tu sais, si vous prenez soin des autres, il faut avant tout que vous preniez soin de vous. Parce que sinon, vous ne survivrez pas en tant que père aidant. Malheureusement, ça ne va pas comme ça. C'est ça.